Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Philippe David. Et tout de suite, Philippe David reçoit Salomon Malka, rédacteur en chef du journal de l'Arche, auteur aussi de ce livre qui va vraiment nous intéresser, Le Grand Désarroi, enquête sur les Juifs de France aux éditions Albin Michel. Il a été d'ailleurs coécrit avec Victor Malka, alors sûrement un de vos fraternels. Son frère. C'est mon frère, absolument. Et on va parler donc de Miss Provence visée par un flot d'insultes sur Twitter. Et vous connaissez en plus le principe sur Twitter avec les tendances qui attisent la haine. Et ben on va en parler. April Benayoun qui a justement dit « Je condamne ces propos, mais cela ne me touche absolument pas ». Et puis on vient de l'apprendre il y a environ une heure. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour injures antisémites. À vous. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Je m'appelle April Benayoun, j'ai 21 ans et je suis Miss Provence. J'ai toujours été passionnée par la géographie et la découverte de différentes cultures. J'ai moi-même des origines un peu variées. Ma mère est serbe-croate et mon père israélien-italien. Alors vous entendez, c'est April Benayoun qui a fini ex-aequo avec Miss Normandie, mais c'est Miss Normandie, au titre d'un point de règlement, on ne rentrera pas dans les détails parce que c'est un peu compliqué les règlements de Miss France, qui a été déclarée Miss France donc samedi soir dernier. Alors il y a beaucoup de choses, beaucoup de tweets qui sont tombés, alors je vais vous en lire quelques-uns. Dites à Miss Provence que l'Israël, je lis avec les fautes de français quand même, que l'Israël n'existe pas, c'est la Palestine. Miss Provence d'origine israélienne, qu'elle dégage. J'étais contente, Miss Provence et tout, jusqu'à ce que j'entende ses origines. Provence, j'arrive pas à la saquer depuis qu'elle a dit qu'elle était israélienne. Elle avait d'ailleurs pas dit ça, que c'était son père qui était israélo-italien, d'accord ? Alors, je termine par le pire du pire. Tonton Hitler, t'as oublié d'exterminer Miss Provence. On pouvait pas imaginer lire des choses pareilles, parce qu'en plus, bon, il y a même là, il y a un pseudo. Autant de fautes d'orthographe. Oui, avec autant de fautes d'orthographe. Et puis il y a des appels au boycott. Par exemple, ce tweet de « Il n'y a plus de piles ». Bon, il n'y a plus de piles apparemment dans un cerveau. Miss France 2021, ne votez pas Miss Provence, raison, elle est juive. Ah oui, ça c'est très mauvaise cerise sur un très mauvais gâteau. Salomon Malka, donc vous êtes auteur du livre Le Grand Désarroi avec votre frère Victor Malka. Il a été écrit en 2016 sur le désarroi des Français juifs. Et vous avez également, on vous avait reçu d'ailleurs pour ce dernier livre, Dieu, la République et Macron, avec un sous-titre amusant, ça met un peu de légèreté, cuisine et confession. Tout d'abord, quand vous entendez, enfin que vous voyez plutôt ces tweets, je suppose que vous avez comme nous la nausée. Oui, parce que j'ai pas vu l'émission. Hein, elle a été regardée par beaucoup de monde. Je ne l'ai pas vue. J'ai préféré voir Ben Hur, que je n'avais pas vu depuis l'âge de mes 15 ans. Avec Charlton Heston, c'était beaucoup plus intéressant. Mais je trouve que tout de même, d'abord j'ai bien aimé la réaction que vous venez de citer de la Dauphine qui dit « Je condamne ce propos, mais cela ne me touche absolument pas ». J'ai trouvé que c'était une belle réaction. Et le plus étonnant, c'est que ça tombe sur le truc le plus anodin, le plus kitsch, le moins politique qui soit, à savoir l'élection de Miss France. Et il y a cette avalanche, ce déferlement de tweets, 40 000 tweets qui ont été retirés, pour une partie d'entre eux ce matin. Je ne sais pas si c'est par les plateformes. Dès samedi soir tard, il y en avait déjà qui étaient retirés. Alors, je ne sais pas effectivement si ce sont les responsables des plateformes ou les internautes eux-mêmes qui ont retiré alors ces tweets. Certains, notamment celle qui a écrit « Tonton Hitler, t'as oublié d'exterminer Miss Provence », elle a mis ses tweets en mode privé, parce qu'on peut mettre des tweets en mode privé de manière à ce que seules les personnes qui sont abonnées à votre compte et que vous avez accepté comme abonné puissent les voir et les commenter. Alors, moi, je trouve quand même que le dépôt de la plainte par le parquet, l'action engagée par le parquet est une bonne chose parce qu'elle va permettre d'avoir des éclaircissements. Et il y a le problème qui est posé, c'est quand même celui de ces plateformes qui agissent en toute liberté. Et le problème est de savoir est-ce que Internet est une zone de non-droit ou est-ce que il est possible de localiser les auteurs, même quand ils sont sous pseudo, est-ce qu'il est possible de remonter à l'origine des tweets même quand ils ont été effacés, et puis surtout
est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse agir notamment sur les grandes plateformes pour obtenir une régulation une régulation des contenus, ce qui n'est pas fait pour l'instant manifestement, puisque il y a eu ce déferlement de haine contre cette jeune fille. 40 000 tweets de cette nature, ça n'est pas rien. Alors les réseaux sociaux sont, on sera d'accord là-dessus, Philippe, les réseaux sociaux sont un espace de liberté, il faut le préserver, on en profite tous. Mais est-ce qu'il faut que ce qui s'applique dans l'espace public ne soit pas appliqué dans l'espace numérique? C'est une vraie question. C'est une vraie question, surtout que c'est souvent le droit américain qui s'applique sur les plateformes comme elles sont toutes les plus grandes américaines, que ce soit Facebook ou Twitter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut toujours remonter à l'IP, avec l'adresse IP et aussi avec l'adresse mail avec laquelle a été créé le compte Twitter. Ben c'est pour ça que je dis que la plainte qui a été déposée va peut-être permettre certains éclaircissements et on retrouvera, puisqu'on peut remonter aussi à travers les pseudonymes et retrouver qui envoie ces tweet. Je ne sais pas non plus si cette loi sur le séparatisme, je ne sais plus comment il faut l'appeler. Oui, elle a rechangé les valeurs de la République. Oui, c'est ça. Est-ce que ça va permettre aussi de mettre le doigt sur le sujet et de régler le problème? Ce sont des questions qu'on peut se poser ce matin. Mais alors, ce qu'il y a d'inquiétant, c'est que ce déferlement de haine, on a entendu la bande-son quand elle a dit que son père était israélo-italien. Ce qu'il y a de même de très surprenant quand on regarde un paquet des tweets, il y a beaucoup de drapeaux palestiniens, de drapeaux du Maghreb, etc. Comment est-ce que vous expliquez, alors que 99% des gens voire 99,9% des gens qui tweetent ça, n'ont jamais foutu les pieds du côté d'Israël ou de la Palestine ou du Proche-Orient, comment expliquez-vous qu'il puisse avoir ce type de réaction pour un conflit dans lequel je suis sûr que si vous demandez à 95% d'entre eux la date de création de l'État Israël, ils ne sont même pas capables de répondre. Comment est-ce que vous m'expliquez d'importer un conflit dans lequel vous ne connaissez rien ? Absolument. Dans lequel la France n'a pas grand-chose à voir. Absolument, absolument. Il y a, vous avez eu la gentillesse d'évoquer ce livre sur le grand désarroi que j'avais écrit il y a 5 ans maintenant de cela, sur les différentes formes d'antisémitisme. Différentes, mais elles peuvent se surajouter. Les couches peuvent se surajouter. On montre qu'il y a bien sûr un antisémitisme de droite, mais qui est résiduel. Ça n'est pas lui qui tient le haut du pavé. C'est pas ce que dit la radio de service public aujourd'hui, qui dit que c'était uniquement des tweets d'extrême droite qui étaient contre April Benayoun. Non, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Il y a nous on avait si vous voulez mis le doigt sur un certain nombre de types d'antisémitisme, l'islamisme, l'extrême gauche, les réseaux sociaux et l'antisionisme. Parce que l'antisionisme est quand même, on nous dit un antisémitisme qui est lié à la situation au Proche-Orient. Mais non, ou à la politique israélienne. C'est pas vrai. La politique israélienne, d'abord, elle a changé. Tantôt elle est comme ci, tantôt elle est comme ça. Critiquer Israël, évidemment que ça n'est pas de l'antisémitisme, comme critiquer la Chine n'est pas du racisme, bien entendu, mais tomber sur une pauvre fille parce qu'elle a des origines israéliennes, ça n'a rien de politique, ça n'est pas lié à la politique menée par Israël. Surtout qu'elle n'a strictement aucun rapport, à ce que je sache, April Benayoun n'est pas conseillère de Netanyahou ou membre de la Knesset. Non, on ne sait pas quelles sont ses idées, si même elle en a. Et non, ça veut dire que
c'est un antisémitisme c'est un antisionisme qui se cache sous les traits de l'antisémitisme. C'est un antisionisme qui remet en cause. Qui se cache sous les traits de l'antisionisme. Absolument. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais vous reconnaissez quand même qu'il y a une différence entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Et pour vous, c'est un prétexte. Parfois, il sert de prétexte. Il y a une différence, bien sûr. Si l'antisionisme consiste à critiquer l'État d'Israël ou le gouvernement israélien, évidemment, le gouvernement israélien change tous les 6 mois. Maintenant, ils ont des élections. Aujourd'hui, par exemple, il y a un rapprochement entre Israël et un certain nombre de pays arabes environnants, et même un rapprochement avec les Palestiniens. Et même avec l'Arabie Saoudite. Absolument. Et même avec l'Arabie Saoudite, oui, un rapprochement qui se fait, qui est peut-être pas le mieux de ce que peut adopter Israël, mais enfin c'est comme ça. Mais la politique, c'est une chose, et mettre en cause quelqu'un pour son origine, ça veut dire nier l'existence même de l'État d'Israël. Nier son existence, son droit d'être, ça n'est pas une critique, c'est autre chose. Et cette autre chose, c'est ça fraye avec l'antisémitisme. Justement, quand vous avez écrit ce livre avec votre frère, Le Grand Désarroi, est-ce que le nombre d'alias, c'est-à-dire de juifs qui émigrent vers Israël, augmente? Et quel est l'état... Enfin, votre livre, il n'est pas si ancien que ça, il date de 2016, hein, ça fait 5 ans. Quel est l'état d'esprit des juifs, des Français juifs? Écoutez... Au moment où on a écrit le livre, c'était au plus fort c'était 2015. Il est sorti en 2016. Il est sorti en 2016, mais il parlait de la situation telle qu'elle était photographiée en 2015. C'était l'attentat d'Hypercacher, c'était l'attentat à Toulouse, Mohamed Merah, 2012. Etc. Il y avait ça a beaucoup secoué. Ça a beaucoup secoué. Ça s'est traduit d'ailleurs par une augmentation de l'ALIA, effectivement. Depuis, ça a un peu baissé, mais il y a aujourd'hui à la faveur de théories complotistes, etc., parce que tout ça est un peu lié. C'est une forme de virus aussi, l'antisémitisme. C'est une forme particulière de virus. Et donc... l'ALIA a baissé vers Israël. Maintenant, il est évident que des campagnes comme ça, orchestrées de 40 000 tweets de cette nature, ça n'est pas rien. Encore une fois, même si ce matin, vous me dites depuis hier soir, les gens ont retiré leur... Oui, puis on a vu beaucoup de messages de soutien, notamment de Marlène Schiappa. Est-ce que vous croyez en une prise de conscience sur ce sujet? Écoutez... oui, la prise de conscience, elle est pas d'aujourd'hui, elle est depuis longtemps. Mais il y a longtemps qu'on parle de ces réseaux de haine dans les grandes qui sont véhiculés par les grandes plateformes, et l'incapacité de réguler, l'incapacité de faire en sorte qu'on retrouve les véritables les auteurs de ce type de saloperie. Il y a longtemps que le discours est celui-là, mais on voit bien que ça ne suit pas. Dernière question, Salomon Malka. Il y avait un proverbe que disaient notamment les juifs ashkénazes quand ils fuyaient les pogroms en Europe de l'Est. Heureux comme un juif en France. Qu'avait dit Elie Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël à Paris. C'est pourquoi un heureux comme un juif en France? Heureux comme un juif en France, parce que c'est vrai que les juifs ont une dette envers la France. Ça a été le premier pays qui les a émancipés. Avec Napoléon Bonaparte. Avec Napoléon Bonaparte. 1808 de mémoire. Je veux dire, tous ceux qui disent que ce serait inutile de ranimer ce type d'approche qui consistait à proclamer l'émancipation, mais à poser un certain nombre de questions
quant à la fidélité à la République, etc. Bon, c'est vrai que ça fait 2 siècles et qu'aujourd'hui ça pourrait paraître totalement dépassé ou caduc, mais je suis de ceux qui ne pensent pas que c'est caduc. Eh bien écoutez, merci beaucoup Salomon Malka, auteur du livre Le Grand Désarroi avec son frère Victor Malka, et celui-ci qui est aussi très intéressant, Dieu, la République et Macron, c'est publié aux éditions du Cerf. Vous restez avec nous évidemment, vous nous appelez au 0826 300 300, vous pouvez réagir à ce sujet sur le déferlement de tweets antisémites et antisionistes. Alors vous pouvez nous appeler pour donner votre avis sur la question et puis aussi parler de ce sujet. Que pourrait-on faire pour mieux réguler sur les plateformes et de manière générale. Et puis on va parler de bien évidemment beaucoup d'autres sujets, des perles, des huées, des bravos. On se retrouve tout de suite après.